Top. Bon, bah, bonjour à tous. On est là pour une présentation sur MLflow et DBC. Donc cette fois-ci, on est plus sur la gestion de code, de modèles et de data, plutôt que simplement, pardon, quand je dis code, c'est le code vraiment axé deep learning, etc., enfin, les modèles qui sont en place. Donc on est plus là-dessus que le code informatique pur qu'on gérait avec Git. Donc là, on va un peu plus loin sur la gestion des apprentissages. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Donc moi aujourd'hui je vais présenter MLflow et on va voir juste après DVC. Donc je commence par une courte présentation de MLflow puis ensuite on va passer à DVC. Le cours est assez court puisque du coup en fait après on va faire un TP et avec le TP je pense que vous allez beaucoup mieux comprendre comment tout est lié. Donc le programme c'est une courte introduction, on va voir les fonctionnalités et les commandes de MLflow rapidement et comment s'organise son interface. Donc, MLflow, en fait, c'est un outil qui va permettre la centralisation, notamment du suivi des paramètres, des métriques, des figures et des différentes versions de code. Et c'est compatible avec de nombreux frameworks comme TensorFlow ou PyTorch, avec tout environnement de calcul et ça peut tourner en local sur une VM ou un service cloud. Donc pour le suivi des paramètres, j'ai remis les commandes qu'en fait j'ai intégrées dans le code de Corentin. Et en fait, on va chercher à enregistrer des hyperparamètres donc qui vont être utiles, donc le learning rate, le batch size, l'optimiseur, des paramètres également sur l'architecture de notre modèle, comme le nombre de couches, le dropout, le type de notre modèle, mais également des informations sur nos données, comme la version de la donnée qu'on a utilisée et comment on a splitté nos données pour l'entraînement. Ensuite, pour le suivi des métriques, donc on va utiliser la commande mlflow.logmétrique et donc on va enregistrer des métriques de performance comme la loss, l'accuracy, la MAO ou la MSE. Mais on peut également enregistrer des métriques plus techniques pour voir si notre modèle il est vraiment utilisable et il peut être mis en production puisqu'on peut avoir un modèle très performant mais qui par exemple est beaucoup trop long au niveau du temps d'inférence ou consomme trop de ressources qui sera pas utilisable en vérité par la suite. Ensuite, donc, on a une autre section avec MLflow qui va permettre le stockage pardon, d'objets et de fichiers qui vont être produits par notre expérience et généralement un peu plus lourds. Donc, comme les modèles, donc sous différents formats. On a également une partie qui permet d'enregistrer nos différentes figures qu'on va générer avec notre code. Par exemple, on peut enregistrer la matrice de confusion et on peut enregistrer d'autres types de données comme des fichiers CSV, des fichiers de configuration ou bien des fichiers log du coup pour garder une trace de notre exécution. Ensuite, on a la partie donc modèle où en fait on va pouvoir enregistrer un format standard pour impacter nos modèles et on va pouvoir enregistrer notre modèle, l'environnement qui va avec et la signature qui va être en fait un peu une sorte de fiche technique sur quelles sont nos données d'entrée, quelles sont nos données de sortie pour ce modèle. On va donc avec MLflow donc faire un suivi d'expérience et donc va falloir nommer notre expérience et au sein de cette expérience on va lancer plusieurs runs avec à chaque fois quelque chose de différent donc une modification des données ou des hyperparamètres et donc voilà j'ai remis les deux commandes que vous verrez également dans le code qui servent à ça. Donc avec MLflow, on a une fonction qui s'appelle autolog et en fait qui va capturer automatiquement les paramètres, les métriques, le modèle, etc. Donc nous, on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais j'en parle parce que c'est bien de le savoir. Mais en fait, ça va éviter d'écrire plein de commandes manuellement dans le code. Mais du coup, pour un premier TP, c'est quand même mieux de voir concrètement ce qu'on enregistre. Et en fait, avec cette fonction, vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez régler. Donc, combien de fois vous loguez, est-ce que vous loguez toutes les époques, toutes les 2 époques, est-ce que vous voulez enregistrer le modèle, etc. Donc l'interface de MLflow, ça ressemble à ça. Donc en fait, pour lancer cette interface, vous avez la commande juste ici à lancer sur le terminal et vous entrez simplement dans votre navigateur l'URL suivante. Et en fait, donc là, cette page-là, elle correspond à nos différentes expériences. Donc là, on a une expérience qui s'appelle simple CNN.
Et en fait, si on clique dessus, on va pouvoir comparer les différentes runs qui ont été générées dans cette expérience. Donc là, j'ai mis un exemple tout simple où on peut en fait comparer deux modèles qui ont été lancés. Donc là, j'ai lancé deux fois un modèle et j'ai uniquement changé le nombre d'époques, hein. Mais du coup, ça permet de voir si on a des différences de performance sur nos modèles. Et on peut également générer des tableaux qui vont permettre de comparer les performances de nos modèles en fonction des hyperparamètres qu'on a choisis. Et on peut également enregistrer un modèle comme étant la baseline pour ensuite avoir différence de performance avec les autres modèles qu'on génère pour savoir si notre modèle fait mieux que notre baseline. Ensuite, donc, si on clique sur une run en particulier, on va avoir en fait tout en détail les paramètres qu'on a sélectionnés, les métriques de performance qu'on a obtenues. On a également des graphiques sous forme de courbes d'entraînement qui sont générées. Et on peut mettre un peu ce qu'on veut. On peut mettre par exemple la version du code, on peut mettre des tags donc qui vont être des notes personnalisées. Voilà. Après, c'est en fonction de chacun ce qui vous semble important à enregistrer. Et pour finir avec MLflow, on a une section artefact qui en fait, donc comme j'ai dit précédemment, permet d'enregistrer des objets un peu plus lourds, donc comme par exemple ici la matrice de confusion. Enfin voilà, on verra ça du coup dans le TP. Donc maintenant, on va passer à la présentation de DVC. Donc pareil, on va faire une courte introduction, on va voir comment ça fonctionne et le lien avec Git. Je vais faire une démonstration de base, donc vous aurez rien à faire, mais j'ai mis pas mal de captures d'écran pour comprendre un peu déjà premièrement comment ça fonctionne, et ensuite on fera le TP. Donc DVC, donc c'est Data Version Control. En fait, c'est un outil en ligne de commande qui a été écrit en Python et qui en fait est conçu pour des projets de data science ou de machine learning. Et en fait, ça va vous permettre d'organiser vos différentes versions de données et de modèles. Donc en fait, quand on a des projets de machine learning, on va avoir des pré-traitements différents. Des fois, on va ajouter ou supprimer des données. On va avoir plusieurs résultats et ça peut être compliqué de savoir, enfin de s'y retrouver. On peut vite être un peu débordé, savoir quelle version de données, est liée à quelle version de modèle, etc. Et donc voilà, c'est le problème que résout DVC, donc la mauvaise gestion des données. On ne sait plus quelles données sont associées à quel modèle. Ça peut également résoudre un souci de stockage local qui pourrait être saturé par la multiplicité des versions de données. Et ça peut empêcher un peu le manque de mise en commun des données et le manque de collaboration. Donc on va voir par la suite comment résoudre ça. Et pourquoi est-ce qu'on versionne pas tout ça avec GitHub? Parce qu'en fait, peut y avoir une limite d'espace de stockage et c'est pas conçu pour ça. Ça va être conçu pour la bonne gestion du code, mais on va pas enregistrer nos données de plusieurs gigas sur GitHub. Et donc la solution, c'est d'utiliser justement DVC qui va être relié au Git. Donc j'ai mis un petit schéma pour illustrer, mais en gros, sans DVC, on peut vite se retrouver avec quelque chose de chaotique comme ça, et avec DVC qui va être lié à Git, on peut vraiment retrouver des datas qui sont associées à des features, qui sont associées à un modèle, et tout retrouver beaucoup plus facilement par la suite. Ça permet vraiment de beaucoup mieux organiser nos projets. Et donc pourquoi c'est important le versionnage de données? Bah, ça va permettre de suivre les modifications temps, d'enregistrer les différentes versions pour revenir à une version précédente si on a besoin et qu'on veut reproduire une certaine expérience. Ça permet également donc de collaborer plus efficacement et ça permet de faciliter la reproductibilité des expériences. Donc comment ça fonctionne DVC et Git? Donc Git va versionner le code, DVC va versionner les données, les résultats et le modèle par exemple aussi. Et donc en fait DVC va utiliser Git sans stocker les gros fichiers dans ce dépôt Git. Et donc DVC, il va créer un fichier avec les métadonnées de nos données. Et donc ça va être un fichier .dvc, et c'est ce fichier qui va être suivi par Git. Git en aucun cas ne suivra nos données, mais il suivra toujours ce fichier qui sera relié à nos données brutes justement. Et donc voilà, les données réelles, elles sont stockées donc soit en local, soit on peut les stocker à distance pour justement corriger ce souci de saturation de stockage qu'on peut avoir en local. Et donc c'est compatible avec plusieurs types de stockage donc que j'ai mis ici. Donc après on va pas rentrer en détail, mais en gros c'était juste pour montrer que vous pouvez envoyer vos données sur un cloud, un serveur interne au sein de votre entreprise, pour qu'en local vous n'ayez pas
toutes ces versions de données différentes, parce que des fois on peut en avoir vraiment beaucoup et que ça sature votre espace local. Donc, on va passer à une courte démonstration des commandes de base. Donc, le but, c'est de montrer rapidement les différentes fonctionnalités. Donc, on va commencer par voir comment est-ce qu'on initialise DVC. On va voir les fichiers qui ont été créés avec cette initialisation. On va créer un fichier CSV. Pour un premier test simple, on va faire comme si c'était des données qui nous servaient pour entraîner, mais vous allez voir, c'est un fichier vraiment ridicule. Et donc, ensuite, on va voir comment est-ce qu'on enregistre ce fichier avec DVC et comment est-ce que c'est relié en Git, enfin avec Git. Là, pour cette démonstration et même pour le TP, nos données, on va les stocker en local. Donc, on va pas, j'ai pas accès à enfin, on peut pas envoyer ça dans un cloud ou d'un serveur à distance. Donc, on va tout faire en local, mais tout ce qu'on fera sera également possible de faire avec un espace de stockage à distance. Et ensuite, on va donc modifier nos données et on va voir comment est-ce qu'on met à jour DVC et Git. Donc, pour initialiser DVC, donc faut bien être dans un répertoire qui a Git. DVC ne fonctionne pas tout seul, il faut forcément qu'il y ait un Git. Et donc, quand on initialise DVC, donc avec la commande DVC init, vous allez voir les commandes sont les mêmes que Git en fait. Juste vous remplacez Git par DVC et c'est vraiment les mêmes commandes. Donc, en initialisant notre DVC, on a 3 fichiers qui sont créés. Un git ignore dans un dossier DVC, donc pour ignore le cache et les fichiers temporaires, un fichier de config, où notamment dans ce fichier de configuration, ça va être noté où est-ce qu'on envoie nos données, donc est-ce que c'est en local, est-ce que c'est un stockage à distance, et on a un autre fichier, donc un DVC ignore, qui fonctionne comme un git ignore en fait, qui sont les fichiers à ignorer par DVC. Donc ça c'est le fichier CSV que j'ai créé, donc voilà, très 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 simple, on va pas pouvoir faire un bel entraînement avec, mais c'était juste pour la démonstration. Et donc on veut faire suivre ce dossier à DVC, donc on a la commande suivante, donc encore une fois c'est similaire à Git. Et donc en fait en faisant cette commande, on a ce fichier qui a été créé, donc un fichier .dvc, et donc on va voir juste après ce qu'il contient, et on a également donc un git ignore qui a été mis à jour, et on voit que du coup Git ne suit plus les données brutes, donc le fichier data.cvs, CSV, pardon. Et donc notre fichier DVS, quand on clique dessus, on voit qu'on a plusieurs éléments. Donc en fait, on a la liste des fichiers ou dossiers qui vont être suivis par DVC. On a le MD5 qui en fait identifie de manière unique l'état exact du dataset. On a la taille, donc la taille totale de nos données suivies en octets. Le hash, donc qui va être l'algorithme de hachage utilisé. Et si on envoie, parce que l'algorithme de hachage, en fait, ça va être une fonction qui va juste permettre de transformer nos données, un texte en un identifiant, enfin une suite comme ça, comme on voit le MD5 là. Et si on envoie la même entrée 2 fois, à chaque fois on aura le même identifiant qui ressort. Et donc pour finir, on a le pass, donc voilà le dossier ou fichier suivi par notre projet. Et donc c'est bien ce fichier qui va être suivi par Git. Et donc voilà, après c'est les commandes qu'on a déjà vues ensemble pour qui suivent ce fameux dossier. Ensuite, donc pour créer un stockage de données, donc c'est un peu comme le GitHub pour un Git, puisque les commandes ça va être un peu les mêmes, ça va être push et pull pour récupérer nos données. Et donc on peut donc là dans la démonstration encore une fois c'est en local. Donc là je crée juste un dossier voilà dvc store slash démo et donc on va ajouter les données dedans avec un dvc push. Et quand on regarde notre fichier de configuration, il a été modifié et on voit que maintenant il est configuré pour envoyer nos données là-bas. Et donc maintenant si je simule un changement de nos données, on va imaginer que on a ajouté une nouvelle observation pardon à nos données. Donc DVC, il a bien détecté qu'il y avait un changement et donc il faut faire suivre ce changement par DVC. Donc on répète l'étape précédente avec un DVC add et on voit que notre fichier .dvc il a été mis à jour. Donc c'est pas un nouveau qui a été créé, c'est bien juste qu'il a été mis à jour. C'est plus le même que tout à l'heure. Et ensuite, si on veut envoyer cette nouvelle version de données sur notre stockage à distance avec un DVC push, on voit que dans notre espace de stockage, on a 2 fichiers qui ont été créés, enfin 2 dossiers, pardon. Et en fait, ces 2 dossiers correspondent aux data, aux 2 différentes versions de data.
Euh, et en fait, voilà. Après, ensuite, on est censé donc mettre à jour Git pour qu'il suive le bon fichier DVC puisque ça a été modifié. Mais en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre stockage, la capture d'écran qui est juste ici, on a nos données brutes avec les deux versions différentes, mais sur notre espace de travail, dans le répertoire dans lequel on travaille, on a uniquement la version de données modifiée où on a rajouté notre observation. Et donc, si après, par exemple, on veut revenir à cette ancienne version de données, on a juste en fait à revenir à une version précédente, donc avec Git, précédemment j'ai mis un tag en fait, et donc on revient à une ancienne version, et donc Git ça va modifier notre fichier DVC, puisque Git encore une fois est uniquement relié à ce fichier-là, donc il va revenir à la version 1 de ce fichier-là, mais nos données, elles sont encore nos données brutes, on voit qu'il y a encore notre nouvelle observation qui est là, et donc on doit mettre à jour les données pour que cette observation s'enlève, parce que ça correspond à notre version 1. Et en fait, juste en faisant un DVC pool, en fait, DVC va automatiquement récupérer les données associées et les remettre dans notre espace de travail. Et donc, notre fichier, voilà, data.csv est revenu à son état initial. Et voilà. Et encore une fois, dans notre espace de travail, on n'a qu'un fichier. Dans l'espace de stockage, on a eu les deux. Et donc, c'est ça qui permet de résoudre un peu ce souci de saturation de stockage. Donc maintenant, on va passer au TP. Donc, je vais expliquer un peu ce qu'on va faire et après, bah voilà, normalement, je vais l'envoyer par mail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le code que Corentin avait fait. Donc j'ai uniquement modifié ce code pour j'ai rajouté des commandes, en fait, les commandes que j'ai présentées au début avec MLflow. Et donc en fait, on va faire un premier entraînement. Enfin déjà, vous allez initialiser DVC. Bon, il va y avoir un premier entraînement avec un jeu de données. Vous allez découvrir l'interface MLflow, l'explorer un petit peu avec uniquement une run qui aura été lancée. Ensuite, on va modifier ce jeu de données. Donc, vous allez uniquement, on va faire quelque chose de simple, vous allez uniquement supprimer une partie des données et donc gérer ça avec DVC, mettre tout bien à jour. Et ensuite, vous allez lancer un deuxième entraînement avec ces données-là. Vous pourrez également changer les hyperparamètres. Et donc, encore une fois, faire un suivi avec MLflow. Et donc après, l'objectif, pour vous, ça sera de comparer ces performances, les performances entre ces deux modèles. Vous allez devoir générer des graphiques, les meilleurs graphiques pour comparer ces deux modèles, les performances. Et ensuite, il sera demandé de retourner aux conditions d'entraînement du premier jeu de données avec DVC, donc c'est-à-dire revenir à la première version de données. Donc vous allez appliquer les lignes de commande pour que automatiquement vos données, les données que vous allez supprimer reviennent dans votre espace de travail et que vous puissiez relancer un entraînement de la même manière. Et voilà, donc pour finir, je vous enverrai le diapo et j'ai noté quelques alternatives à DVC ou MLflow si ça vous intéresse. Et il y aura des petites références aussi si voilà, vous voulez pousser le sujet plus loin.